Bonjour à tous, la journée de consultation se termine et j'ai envie de rebondir sur les dernières vidéos que j'ai faites. En général, quand je fais une revendication ou que j'ai fait une vidéo justement sur pourquoi j'allais fermer les consultations début décembre, j'ai beaucoup de commentaires de personnes qui me disent oui, mais vous, les jeunes médecins, c'est pas comme les anciens, c'est pas comme les vieux, vous n'êtes pas des bons médecins, vous pensez pas à soigner les gens, vous prenez pas le temps, vous pensez qu'à l'argent. Bon, écoutez, je me suis dit le plus simple là-dedans pour répondre à tous ces commentaires, c'est tout simplement de poser certaines questions à un plus vieux médecin qui est juste à côté de mon cabinet en fait. Du coup, j'ai juste à faire le tour et à venir le voir. Cet homme, ça fait 45 ans qu'il travaille en tant que médecin généraliste et il a des choses à nous dire. On va aller le rencontrer. Et voilà le patriarche Don Corleone, vous le voyez. Donc, je te laisse te présenter. Bonsoir, je m'appelle Pierre Pédamel et effectivement, je suis médecin généraliste depuis 1977. Voilà, j'ai eu un doute sur le 1917, mais Non, c'est bien. 77. C'est bien N'exagérons 77. pas. Bien. Voilà. Alors, écoute, du coup, voilà, j'ai fait une vidéo pour dire que demain, je vais fermer le cabinet. J'ai fait une liste Et de... moi aussi. Et lui aussi, c'est important de le souligner. C'est important de le souligner. Donc, j'ai dit que je fermais demain, comme beaucoup de médecins en France, et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles je fermais. Je vous invite à voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien, d'accord? Mais aujourd'hui, bah, du coup, comme je me suis fait pas mal insulter sur les raisons que j'avais évoquées, je me suis dit, bon, on va interviewer un médecin de l'ancienne génération, mais qui travaille encore. Oui, toujours. Oui. Voilà. Donc, tu as diminué un peu l'activité, mais tu Voilà. bosses. Bah oui, mais aujourd'hui, on a quand même vu 60 patients parce que prévision de la grève, les gens sont venus en masse et c'était Exactement. un peu sur les rotules là. Donc, très grosse journée de consultation. On vient de terminer. On est tout seul, là, en fait. Vous avez vu, tout est fermé. Je vais juste poser le téléphone. Voilà. Et je pense que, comme ça, on sera un petit peu mieux. Donc, bah écoute, on va poser une question simple. Toi, tu as commencé en... 1900, j'ai fini mes études en 1977 et j'ai ouvert mon cabinet en 78. En Voilà, en banlieue parisienne. 78, en banlieue parisienne. Ouais. Voilà, tu avais ton propre cabinet. Voilà, Propre cabinet, médecin installé. nickel, Ta patientèle. parfait. Tu voyais des gens chez eux aussi. J'allais faire beaucoup de visites à domicile. Beaucoup de visites à domicile. Et bah justement, tu vas nous dire ce que tu as constaté sur l'évolution justement de la médecine et ce qui te fait craindre finalement pour la suite et ce qui te désole par rapport à aujourd'hui. Voilà. Bon, Je vais te revenir sur toi. Voilà. je vais pas me lancer dans un plaidoyer, c'était mieux avant, parce qu'effectivement, quand on est jeune, c'est toujours mieux. Mais j'ai constaté pendant ces 40 ans une évolution de la pratique, pas de la médecine générale, puisqu'en fait, c'est toujours la même chose. La médecine générale, j'expliquerai un peu tout à l'heure, à mon avis, ce que c'est, mais j'ai évolué et constaté une évolution désastreuse, je peux dire, sur la façon dont on est amené à l'exercer actuellement. Avant de commencer, j'aimerais faire quand même deux remarques. Parce que je suis un peu énervé depuis quelques temps, si tu le permets, Ouais. par les annonces du gouvernement à propos des déserts médicaux, en disant que il n'y avait pas assez de médecins pour les déserts médicaux, donc la solution c'était d'en fabriquer entre guillemets plus. Or, il suffit d'aller sur le site du Conseil national de l'ordre des médecins pour s'apercevoir qu'en 2022, il y a beaucoup plus de médecins qu'en 2012. Donc c'est pas en formant plus de médecins qu'on va en faire en sorte qu'ils vont y travailler dans des endroits où ils ne veulent pas aller. C'est un mantra que récite le gouvernement, mais qui est complètement faux. Et deuxièmement, et ça je m'adresse particulièrement à toi parce que je te connais bien, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais, mais les jeunes médecins qui sortent actuellement, vous avez bac plus 9, et puis s'ils font leur connerie de vous augmenter d'une année, bac plus 10, ce qui, entre parenthèses, fera 4 ou 5 années d'études de plus que Macron. Juste, je fais du coup un point parce que pour ceux qui ne savent pas, via une loi passée en 49.3, il rajoute une année de plus pour devenir médecin généraliste. Donc une année en gros où ils envoient les dernières années dans les déserts médicaux. Voilà. D'accord? Et puis ces 9 années, vous avez eu 2 concours très sélectifs et vous avez bossé comme des fous. Je vous connais, j'en connais plusieurs dans ma fille. Vous êtes des véritables savants. Et ce qui est désastreux, c'est qu'on vous fait travailler avec votre savoir à 10% ou 20% de votre potentiel, puisque vous n'avez pas la possibilité, en raison d'un manque de moyens criant, ce qu'on va revenir, de vous exprimer ou de faire vraiment ce que vous seriez capable de faire et qui serait utile pour vous,
pour les patients et pour la sécurité sociale et les finances de celle-ci en général. Ok, bon, c'est déjà très intéressant, mais du coup, tu vas nous en expliquer Alors, un petit peu plus. Là. Donc j'ai quand même un peu d'expérience, j'ai réfléchi à ce que je faisais. Qu'est-ce que c'est que la médecine générale? La médecine générale, c'est une médecine, c'est un exercice très particulier finalement dans l'ensemble de la médecine, parce que pour moi, c'est la médecine de l'individu. On s'adresse à un individu et pas à un cas malade, pas un protocole, etc. On s'adresse à un individu et quelle que soit la personne qui rentre dans mon cabinet, on est tenu, pour démêler l'affaire, d'avoir une attitude toujours la même, qui est de savoir écouter et de savoir examiner. Parce que derrière le symptôme qui amène le patient, que l'on connaisse bien ou pas, que ce soit un inconnu ou quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps, il y a toujours la nécessité de savoir, notamment si on va pouvoir l'aider. Deuxièmement, et ça on a toujours derrière la tête, et c'est pour ça que de travailler à cette vitesse-là peut être dangereux, c'est de faire ce qu'on appelle le diagnostic de gravité. Dire, est-ce qu'il y a potentiellement derrière ce que nous demande ce patient, cette personne, quelque chose de grave? Et de ne pas passer à côté, parce que ce serait quand même dommageable pour lui. Donc la médecine de l'individu. Tu as fait tes études, tu te rappelles que quand on avait un patient, c'était écrit dans tous les bouquins, on devait commencer par un interrogatoire long et minutieux. Alors, long et minutieux, quand tu as 10 minutes par patient, tu ne peux pas le faire long et minutieux. Mais l'interrogatoire est primordial pour avoir de très nombreuses indications sur ce que peut présenter la pathologie, le diagnostic éventuel. Oui. Je t'interromps. Parce que là, il a dit quelque chose d'important pour lequel on est beaucoup critiqué, en tout cas la jeune génération, c'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires. Tu as dit, on n'a pas le temps. Et les gens, à chaque fois, ils me disent, vous, c'est pas comme les médecins d'avant, vous prenez pas le temps. Or là, tu es en train de me dire que toi aussi, finalement, aujourd'hui... Là, si j'ai pas 1 heure ou 2 heures de retard chaque soir, je n'ai pas le temps de faire ce que je fais depuis 40 ans. Voilà, et c'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça. Voilà, et pourquoi? Eh bien parce qu'on est obligé, pour des raisons économiques, de travailler à cette vitesse-là. Alors, les raisons économiques sont variables selon qu'on est un médecin libéral, qu'on est un médecin dans un centre de santé, etc. Mais globalement, on est obligé de travailler vite parce que le montant de la consultation du médecin généraliste est lamentable. Ne permet pas du tout, puisqu'on est amputé plus de la moitié, tu disais près de la moitié, c'est plus de la moitié. C'est ça. Plus de la moitié chez certains. C'est pas du tout pour gagner beaucoup d'argent, puisque moi, de toute manière, j'ai pas du tout l'ambition, j'ai fait ma pelote, je suis retraité là actuellement, donc j'ai pas besoin d'argent, mais pour assurer quand même un minimum de rentrer dans un cabinet comme celui-ci, il faut travailler beaucoup au détriment de la qualité de ce qu'on fait. Ça, c'est le point le plus important. On peut prendre 2 exemples, si tu veux. Ok, on va commencer par le premier. Bon, quelqu'un vient, dit « Bonjour docteur, je viens vous voir, je suis fatigué ». Ça peut paraître banal. Alors souvent, ils ajoutent « Je voudrais des vitamines », ce qui est une connerie, parce que les vitamines, ça ne sert à rien du tout. D'ailleurs, exactement, je viens de le dire, parce que ça fait des liens avec des vidéos que j'ai déjà fait. Ouais. J'ai déjà fait une vidéo sur « Faut-il prendre des vitamines en hiver ?» Je vous mets le lien et je vous invite à la voir. Voilà. Bon, les vitamines, comme la nature est bien faite, elles sont dans les aliments que l'on consomme. Voilà. Bon, on ne va pas s'étendre sur les vitamines. Mais derrière ce mot « fatigue », il peut y avoir une multitude de situations qui vont du plus grave au moins grave. Moi, j'ai la conviction qu'à Paris, surtout chez les jeunes femmes qui ont des enfants, le principal cause de fatigue, c'est le manque de sommeil. Bon, ça, je vais pas y remédier. Et par contre, ça peut aller d'une simple fatigue passagère parce qu'on a une virose ou parce qu'on a mal dormi ou parce que... à des maladies beaucoup plus graves comme une leucémie. Et donc, on est bien obligé de rechercher des symptômes accompagnateurs, de faire un examen clinique, ce qui signifie souvent déshabiller les gens. Et puis, à la suite de cet examen clinique, eh bien, déjà, de prendre un petit temps de réflexion. Oui, bien sûr. On ne sait pas tout. Bien sûr. Et éventuellement même d'aller regarder sur Internet dans des sites pour nous aider. Et puis de demander, d'avoir une attitude diagnostique et thérapeutique adéquate. Pour l'adresser aux patients. Et toi, je sais que quand tu adresses les patients à l'hôpital, tu prends le temps de les adresser. Et tu prends le temps d'ailleurs d'avoir des rendez-vous. Ce qui si t'en plus, exactement, ça c'est très important. Ce temps que justement nous prenons pour coordonner les soins. Parce que ça, les gens oublient que le médecin généraliste, c'est pas un distributeur d'ordonnances, mais c'est un coordinateur de soins. Ce matin, j'ai vu une patiente, par exemple, elle avait un abcès de la cornée. Bon voilà, il a fallu l'envoyer aux urgences ophtalmiques, etc. Et il y a plein de situations comme ça où on doit demander des avis, coordonner, prendre des rendez-vous, etc. Et ça, c'est assez complexe.
Ça, c'est le premier point d'un symptôme banal, mais pour montrer que l'étendue des possibilités qu'il y a et du travail qu'il y a à faire. Le deuxième symptôme, la deuxième maladie ou affection dont je vous ai parlé, parce qu'il est très symptomatique du dérèglement de notre activité, c'est l'entorse de cheville. Tout le monde sait ce que c'est qu'une entorse de cheville. On se tord la cheville et crac, on a mal. Et puis, auparavant, les gens venaient dans mon cabinet. L'entorse de cheville, comme dans beaucoup de situations, nous avons ce que nous appelons des recommandations. C'est-à-dire, devant telle affection, tel problème, il y a un groupe d'experts qui s'est réuni, qui a lancé, ça nous aide beaucoup, qui a donné ces recommandations qu'on peut retrouver sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Une entorse de cheville, les recommandations, c'est d'utiliser le protocole grec. C'est quelque chose de très banal que beaucoup de médecins libéraux, généralistes un peu avertis, connaissent parfaitement. Dans ce protocole grec, il y a les indications de faire des radios qui sont, devant certains symptômes, on va demander de faire une radio de la cheville. Mais la plupart du temps, si ces symptômes sont absents, ce qui est le cas, on ne demande pas de radio. Et on s'occupe des gens en utilisant ce protocole qui comporte notamment une contention de la cheville par des bandages souples qu'il faut savoir faire. Mais quand les gens ont une entorse bénigne ou de moyenne gravité, ils ressortent en marchant. Ils arrivent en boitant et ils ressortent en marchant. Et ils sont arrêtés 2, 3, 4, 5, 6 jours, mais pas très longtemps, pour cette affection. On les revoit bien entendu si c'est nécessaire après. Le traitement de cette affection, la prise en charge de cette entorse bénigne en ville est codifié par la sécurité et payé 20,60 €. Autant dire que personne n'utilise ce genre de choses parce que ça prend une demi-heure. Que fait-on? Comme on ne les reçoit plus, comme les gens sont bousculés, qu'il n'y a plus de médecins, ils vont aux urgences. Et là, qu'est-ce qui se passe aux urgences? La première chose, j'ai une entorse de cheville, passer une radio, ce qui est stupide. Et un économiste, comment il s'appelle Frédéric Bizard, a quantifié le coût de ces radios inutiles pour les entorses de cheville, les entorses de genoux, qui s'élèvent à plus de 10 millions d'euros chaque année. Donc des économies substantielles à faire si on examinait les gens. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais c'est pas là que ça s'arrête. Si la radio est normale, elles arrivent dans les mains de l'interne débordé par un afflux de pathologies qui ne devraient pas être là. Ils regardent la radio, il n'y a rien, vous pouvez rentrer chez vous. Et les gens rentrent chez eux avec un antalgique, une pommade, mais sans aucun traitement. Durée moyenne, estimée également, de l'arrêt de travail après une entorse de banale soignée aux urgences, 14 jours. Donc et alors, ici j'ai un rapport du Sénat qui montre, tu l'as jamais lu, je te le passerai après. Non, c'est écrit trop petit, c'est pas casse. Donc, ce qui évalue le coût d'un passage aux urgences. La Caisse nationale maladie, le coût moyen global d'un passage urgent est estimé à 227 €. Plus les radios. Donc, ça veut dire que ça coûte une blinde et ça sert à rien. Donc, avec beaucoup d'argent, on peut faire rien du tout. Et en ville, avec peu d'argent, on ne fait rien du tout non plus parce que nous, on ne les voit pas pour ce prix-là. Donc ça, c'est vraiment la preuve du dysfonctionnement qui nous gâche la vie en permanence. On aurait plaisir à s'occuper de nos patients qui arrivent là. En plus, c'est vachement réconfortant. Les gens rentrent en boitant. Et moi, comme je fais bien, ils ressortent pas en dansant, il ne faut pas exagérer, mais presque bien améliorés. Alors que quand ils vont aux urgences, ils traînent. L'autre jour, j'ai vu une dame, en plus, ils n'avaient pas fait le diagnostic. Ça faisait 3 mois qu'elle avait une béquille. En fait, elle n'avait pas du tout une entorse, elle avait une fracture du tarse, qu'ils n'avaient pas examinée puisque la radio n'allait pas sur le pied. Donc, j'ai fait le diagnostic. C'est pour montrer que ce sont des situations qui sont désastreuses pour le patient, dévalorisantes pour le médecin, extrêmement coûteuses pour la collectivité. J'en profite pour pousser un petit coup de gueule contre les urgences. Non, les urgences aussi sont des... Non. Mais permettre à tous les gens d'aller aux urgences avec des entorses, avec des crises d'angoisse, avec une angine, avec une gastroentérite, alors que les urgences, c'est dans des hôpitaux hyper modernes, avec des médecins et un personnel hyper pointu, c'est du gâchis. C'est comme aller à la pêche à la sardine avec un porte-avions. Je veux dire, c'est difficile de trouver une sardine, et en plus, si tu en pêches une, elle coûte une blinde. Bon, comme ça va. Je pensais que tu allais critiquer tout ça, mais en fait, juste tu dis que eux aussi ne sont pas
utilisés, on va dire, à leur juste C'est pas du tout, valeur. ça sert à rien, ils savent pas Voilà. faire. Je veux dire, Voilà. le mec, moi j'aimerais bien, si je fais le jour où je ferai mon infarctus, parce que j'ai remarqué que bon, ça va, je suis un beau gosse, que j'arrive dans un service où les gens sont détendus, où on m'accueille, plutôt que d'être dans une foule anonyme à crever sur mon bancard, comme c'est Non, arrivé c'est par compliqué. C'est vrai que la médecine France est en crise, que ce soit hospitalière ou ambulatoire, parce que y a une très mauvaise gestion justement de qui doit faire quoi et comment. Et c'est ce qu'on dit. Donc là, ce qu'il dit au travers des urgences, c'est juste que voilà, il considère qu'aux urgences, c'est les urgences, voilà, et que nous, en ambulatoire, en ville, on peut gérer d'autres choses, Plein de choses. mais qu'il faut justement donner les moyens pour qu'on puisse prendre le temps de les faire et les faire bien. C'était ça? Ouais, je peux encore citer plein d'autres exemples. Bon, je pense qu'on va On va s'arrêter arrêter là, là. parce Oui. qu'on est déjà à 15 minutes. Et puis voilà, donc en fait, cette vidéo, c'est une petite vidéo franchement sympa, sans prise de tête, le téléphone à la main, en fin de journée de consultation avec le voisin du cabinet, du coup, qui travaille depuis 1900, pas 17, mais 77, voilà. Et puis, qui vous explique un petit peu des dysfonctionnements, qui repère certains, parce qu'il n'a pas tout dit en 15 minutes, Ouais, dans la médecine de ville globalement, je suis ravi de faire la médecine générale, c'est un métier fantastique. C'est un métier où il y a au moins une personne, sinon 5 ou 10 qui vous disent merci tous les jours, ce qui est quand même relativement Ça, c'est rassurant important quand de on le dit. souligner. Ça, c'est vrai. Mais C'est vrai. globalement, on pourrait faire beaucoup mieux et je suis désolé de voir que la désorganisation, due en partie à une trop grande administrativisation de l'affaire. Ça, c'est hyper important. Trop d'administratif. Ah oui, ça, Là, en fin de journée, je l'ai vu dans son cabinet, il est en train de se prendre la tête avec un patient pour des histoires de papiers d'accident de d'un travail. accident de travail Voilà, qui il fallait fait- consolider tout ça, les papiers ont changé, certains formulaires sont plus les mêmes, la Sécu rejette. Enfin bref, on est médecin, on n'est pas là pour faire de la paperasse. Et puis voilà, donc c'est un des éléments aussi qui pousse certains médecins à faire un cri de gueule. Non, Un mais coup on de va gueule, faire la un coup de grève. gueule. On espère que je ne sais pas du tout par quel biais le gouvernement va nous entendre, mais enfin, ceci, il y a des négociations entre les syndicats de médecins et la sécurité sociale actuellement. Peut-être que ça va avoir des avancées. Voilà, bon, affaire à suivre. En tout cas, c'était une vidéo qui me tenait à cœur de faire parce qu'en fait, c'était surtout Pierre Penamen. Ça lui tenait aussi à cœur de devenir un peu youtubeur. Voilà, youtubeur, non, mais en tout cas, de passer son message sur Internet. Et nous, on fait ça de manière chill en fin de journée. Et puis là, on va rentrer. Hein. On va rentrer. Voilà, on a bien taffé. On a bien taffé. Voilà, on a bien taffé. Allez, du coup, sur ce, bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Bye.